Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir ce qu'est une étoile. Plus précisément, nous allons nous intéresser à la façon dont on peut simplement définir une étoile. Je vous présenterai le principe général de production d'énergie qui opère au sein des étoiles, ainsi que la façon dont l'énergie est transportée jusqu'à la surface de l'étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Il s'agit avant tout d'une énorme sphère de gaz sans surface solide. Comme l'essentiel des composants de l'univers, au début de sa vie, une étoile standard est donc majoritairement composée d'hydrogène et d'hélium. Notre Soleil est une étoile qui fait partie des étoiles dites naines jaunes. C'est une étoile assez ordinaire dont la masse est de l'ordre de 10 puissance 30 kg, c'est-à-dire 10 milliards fois 10 milliards fois 10 milliards de kilos. Son diamètre est d'environ 1,5 million de kilomètres, c'est-à-dire bien modeste par rapport à celui de certaines étoiles qui, comme nous le verrons plus tard, ont un diamètre des centaines de fois supérieur. Le gaz qui compose l'étoile est en fait un plasma. Le plasma est un état de la matière au même titre que les états liquides, solides ou gazeux. C'est un milieu constitué d'un mélange de particules neutres, d'ions positifs, atomes ou molécules ayant perdu un ou plusieurs électrons, et d'électrons négatifs. Il est électriquement neutre, mais localement ionisé, et ces particules interagissent les unes avec les autres. En effet, dans un gaz normal, les atomes d'hydrogène sont constitués d'un noyau chargé positivement et d'un électron chargé négativement, qui sont liés par la force coulombienne. Lorsqu'on chauffe un gaz constitué d'atomes d'hydrogène, si la température est suffisamment élevée, l'électron se dissocie du noyau et on obtient un milieu constitué de noyaux et d'électrons libres, c'est-à-dire un plasma. Lorsqu'on considère une étoile, c'est-à-dire une boule massive de plasma, celle-ci est le siège de deux forces opposées. La gravité qui lie le plasma qui constitue l'étoile et est responsable de la sphéricité de l'étoile. Sous l'effet de la gravité, l'étoile tend à se contracter. Et puis la pression qui, au contraire, tend à faire augmenter le volume de l'étoile. En d'autres termes, la gravité confine le gaz dans l'étoile et évite que celle-ci ne se dilate. La pression, quant à elle, évite que l'étoile ne s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravité. Lorsque ces deux forces s'équilibrent, on parle alors de sphère autogravitante. En fait, la situation est un peu plus complexe, car dans l'étoile, densité et pression augmentent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la région centrale de l'étoile. Ainsi, le cœur de l'étoile est une région compacte et très chaude. La température peut en effet dépasser le million de degrés, c'est-à-dire la température nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion thermonucléaire. Ces réactions libèrent de l'énergie lumineuse, qui elle aussi s'oppose à la contraction de l'étoile sous sa propre gravité. Regardons un peu plus en détail les principales étapes de la principale réaction de fusion, dite proton-proton, pour que vous en compreniez le principe. On rappelle que si des particules chargées de charges opposées, positives et négatives, vont s'attirer, celles de même charge, positives-positives ou négatives-négatives, elles vont se repousser sous l'effet de la répulsion coulombienne. Pour que cette première réaction se produise, il faut que la température du plasma soit de l'ordre de 7 à 8 millions de degrés, ce qui permet de vaincre la répulsion coulombienne. Dans ces conditions, les noyaux d'hydrogène, constitués d'un seul proton, fusionnent, formant ainsi un noyau de deutérium, l'un des protons étant changé en neutron. Cette formation s'accompagne de l'émission de deux particules, un positron et un neutrino. Ce noyau de deutérium peut ensuite fusionner à son tour avec un proton, ce qui conduit à la formation d'un noyau d'hélium 3 formé d'un neutron et de deux protons et à l'émission d'un photon gamma de grande énergie. Enfin, deux noyaux d'hélium 3 fusionnent, conduisant à la formation d'un noyau d'hélium 4 formé de deux protons et de deux neutrons, formation qui s'accompagne de l'émission de deux protons. Le cycle de fusion proton-proton conduit donc essentiellement à la synthèse d'hélium 4 à partir de noyaux d'hydrogène. Les temps caractéristiques des réactions sont variables. La plus lente est la fusion des deux protons initiaux, dont le temps caractéristique est de l'ordre du milliard d'années. C'est donc elle qui gouverne le taux global de la réaction. Cependant, il s'agit d'un chiffre statistique et le nombre de protons présents dans une étoile compense très largement la faible probabilité de la réaction. La seconde façon d'obtenir cette conversion de l'hydrogène en hélium est le cycle CNO pour carbone, azote, nitrogène en anglais, et oxygène. L'hydrogène peut fusionner en hélium suivant un cycle de réaction plus complexe qui utilise des atomes de carbone présents dans l'étoile, mais aussi l'azote et l'oxygène qui servent de catalyseurs nucléaires. Cette réaction a lieu en 6 étapes. Un noyau de carbone fusionne avec un proton pour former un noyau d'azote 13 en relâchant un photon gamma.
Ce noyau d'azote est instable et se désintègre spontanément avec une demi-vie de 10 minutes en un noyau de carbone 13 et en relâchant un positron et un neutrino. Le noyau de carbone 13 à son tour fusionne avec un proton pour donner un noyau d'azote 14 et un photon gamma. En fusionnant avec un autre proton, il donne un noyau d'oxygène 18 et un photon. De même que l'azote 13, l'oxygène 18 subit une désintégration spontanée en relâchant un positron et un neutrino. Enfin, l'azote 15 ainsi formé fusionne avec un proton pour donner un noyau de carbone et un noyau d'hélium. Voyons maintenant comment ce processus de fusion opère réellement dans les étoiles. En fait, tout est une question de température, et comme la température interne d'une étoile est directement reliée à sa masse, c'est la masse de l'étoile qui est le facteur déterminant. La chaîne proton-proton est largement prédominante jusqu'à environ une masse solaire et des températures proches d'une quinzaine de millions de degrés Kelvin. Au-delà de 1,3 masse solaire, c'est la chaîne CNO qui fournit la plus grande partie de l'énergie de l'étoile. On notera que pour être entretenues, ces réactions nécessitent une température minimale d'environ 8 à 10 millions de degrés Kelvin. En fait, nous en reparlerons plus tard, pour les étoiles encore plus massives de quelques 4 à 5 fois la masse du Soleil, les réactions thermonucléaires peuvent être encore plus complexes et vont conduire à la synthèse d'éléments bien plus lourds que l'hélium. Le carbone, l'oxygène, mais aussi le néon, le sodium, etc. et ce jusqu'au fer. Les étoiles synthétisent donc naturellement en leur sein les éléments lourds qui nous composent. Lors des phases ultimes de l'évolution stellaire, ces éléments lourds sont relâchés dans le milieu interstellaire et vont, au fil des générations successives d'étoiles, enrichir l'espace et former ainsi les bases de la vie. L'énergie créée par les réactions nucléaires du cœur de l'étoile va être transportée depuis le cœur jusqu'à la surface de l'étoile. Les mécanismes de transfert de la chaleur sont de 3 types: conduction, convection et radiation, et on peut les illustrer avec l'exemple simple d'une casserole remplie d'eau que l'on fait chauffer. Le premier mécanisme est la conduction, c'est-à-dire le cas où le transfert de chaleur s'effectue par contact entre deux corps, comme la brûlure que vous pouvez ressentir lorsque vous attrapez le manche mal isolé d'une casserole chaude. La conduction peut aussi opérer entre particules d'un même corps en contact avec une source chaude. Il n'y a pas de transfert de matière, il s'agit d'un phénomène de diffusion. Le second mécanisme, qui opère lui plus spécifiquement dans les fluides, liquides ou gaz, est la convection. Sur l'exemple de la casserole d'eau chauffée, l'eau au fond de la casserole est en contact avec la source chaude. Elle est donc plus chaude que l'eau en surface. Dans ce cas, le liquide chaud au voisinage de la source chaude voit sa densité diminuer. Il tend donc à remonter, cédant ainsi la place à du liquide plus dense et plus froid. C'est ainsi qu'est généré un mouvement continu, dit de convection, au sein du fluide, mouvement qui contribue au transport de la chaleur et donc à réguler les écarts thermiques au sein du fluide, donc à homogénéiser la température. C'est donc un transfert de matière qui induit un déplacement de la chaleur. Enfin, le troisième phénomène physique à l'origine d'échanges de chaleur entre deux systèmes est le phénomène de radiation. Dans ce cas, le transfert de chaleur s'effectue par rayonnement, c'est-à-dire sous forme d'ondes ou de particules. Le principe dont nous reparlerons est que tout corps chauffé émet un rayonnement. Les principaux mécanismes de transport dans les étoiles sont le transport radiatif et convectif. Ici aussi, le facteur déterminant est la masse de l'étoile. Des étoiles de masse initiale différentes présentent des modes de transport de l'énergie différents et donc des structures internes différentes. Les étoiles de très faible masse, moins de la moitié de la masse du Soleil, sont purement convectives. Le Soleil possède une couche convective au-dessus d'un cœur radiatif. Et enfin, les étoiles plus massives ont des structures internes plus complexes, avec un corps convectif et des enveloppes radiatives. Nous en resterons là pour cette séquence. Je vous remercie pour votre attention.